petit chat est mort. Rassurez-vous, je ne vous parle pas du chat de Jules Marais, que nous allons évoquer plus avant au cours de cette communication, mais je voulais créer chez vous, alors j'en ai eu quelques-uns, des petits sourires ou des petits rires ou sourires de connivence, puisque je me prénomme Agnès et que je pense que vous avez reconnu la citation que je vous ai faite et qui a hanté toute mon adolescence, parce que des professeurs me demandaient de lire la fameuse réplique « Le petit chat est mort ». Bien, j'aurais pu aussi vous dire peut-être « Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter ». Citation un peu plus difficile, de qui est-elle? Jacques Brel. Vous voyez, on a là un exemple de problème de circulation des représentations. Jacques Brel prend une citation de Molière, 3 siècles plus tard, et tout le monde ne la reconnaît pas forcément déjà dans sa chanson, et vous n'identifiez pas forcément, quelques dizaines d'années après, cette chanson, si je n'en sors évidemment que quelques phrases. J'aurais pu vous en faire une autre, peut-être. Le petit chat est mort, patatras. Ça, c'est Renaud. Vous reconnaissez évidemment la chute à la Renaud. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la circulation des représentations, comment on va passer d'un événement, d'une anecdote, d'une découverte, etc., à une chanson, une caricature, un texte, une pièce de théâtre, une autre image, etc., etc. Et le moment de mon étude se passe au XIXe siècle, seconde moitié du XIXe siècle, où la presse se développe considérablement, où les communications accélèrent le mouvement, et on est un peu dans quelque chose d'équivalent à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais avec des grosses différences, c'est qu'à l'époque, l'humour fait rire. Point de suspension. Et vous vous dites peut-être, là, mais comment on va faire pour rentrer dans son univers? Eh bien, je vais vous donner quelques outils pour vous aider. Plus précisément, je vais vous donner 2 outils pour vous aider. Le premier outil est tout simple, il s'agit de la scie. Vous la connaissez, la scie, son bruit obsédant. Eh bien, une scie au XIXe siècle, c'est la chanson qu'on va entonner sans arrêt, le refrain qui va venir de manière obsédante jusqu'à ce qu'on en soit complètement lassé. Autre exemple, vous connaissez très bien, en fait, vous faites de la scie sans le savoir, parce que vous connaissez une personne qui porte un nom dérivé de cette chanson. La chanson, c'est « Qui a vu Coco au Trocadéro ?» J'ai réussi à le dire, je suis contente. Chanson scatologique, chanson grivoise, chanson politique. Et vous avez une jeune femme, 20 ans plus tard, qui va se trémousser à Moulins dans l'Allier en chantant cette chanson. Vous l'avez certainement vue dans un biopic. Elle s'appelle Coco Chanel, merci. Vous voyez là, la circulation des représentations est bonne. Vous êtes capable de me dire c'est Coco Chanel. Deuxième outil dont vous allez avoir besoin, eh bien, c'est tout simplement, ce sont les ciseaux. Qu'est-ce que les ciseaux au XIXe siècle? C'est quelque chose d'extrêmement important pour les caricaturistes parce que la censure veille. Anastasie, merci madame, elle coupe les dessins, elle coupe les textes et même elle envoie les caricaturistes en prison jusqu'à la loi sur la presse de 1881. Vous savez faire maintenant de la caricature, mais vous vous dites la mère Agnès a perdu son chat dans l'histoire? Pas du tout. Revenons au chat de Jules Marais. Alors, Jules Marais, vous le connaissez sans doute comme l'ancêtre du cinématographe. En réalité, Jules Marais, c'est un médecin frustré qui aurait bien aimé être ingénieur et qui va donc développer toutes sortes de mécanismes pour faire avancer la science. Il est physiologiste. Un physiologiste qui déteste la vivisection, c'est important pour notre petit chat, bien entendu. Jules Marais, à sa station physiologique, va donc, ici à Boulogne-Billancourt, avoir cet outil que vous connaissez, l'appareil à faire des chronophotographies, l'ancêtre du cinéma, qui prend 60 clichés par minute. Grâce à ces 60 clichés par minute, Marais peut photographier des bipèdes costumés, des lapins qui tombent. Vous voyez que, comme la nuit, tous les chats sont gris, il est obligé d'avoir des animaux ou des humains habillés en blanc sur fond noir. On les voit beaucoup mieux, ça permet d'avoir cet effet visuel recherché pour l'étude. Et puis un chat qui tombe. Et en voyant ce chat, en voyant cette chronophotographie, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, j'avais vu des caricatures avec un chat qui tombait, des académiciens avec le chat, et je n'avais pas compris pourquoi on avait ces caricatures en 1894, au tout début de l'affaire Dreyfus.
Venons-en donc à ces fameuses caricatures. Alors je vous en montre d'abord quelques-unes, hein, sans contexte. Vous allez voir ce que j'avais évidemment découvert. J'avais vu ce genre de choses. Un académicien perplexe devant un chat en disant « Après 228 années d'existence, l'Académie s'aperçoit enfin que les chats retombent toujours sur leurs pattes. » Une autre, il y avait eu un cyclone à Paris, enfin en fait c'était une petite tornade, mais qu'importe. Le caricaturiste avait représenté tout ce qui pouvait tomber, et vous voyez ici un chat qui est tombé sur le crâne d'un membre de l'Institut qui a pu se convaincre que les animaux retombent toujours sur leurs pattes. Vous voyez que quand on a ces caricatures sans contexte, on ne les comprend pas. Donc moi, ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le contexte des images que je ne comprends pas et d'étudier évidemment la façon dont ça va circuler d'un événement aux caricatures, par exemple. Heureusement, nous vivons à l'ère des bibliothèques numériques. Pour moi, c'est formidable parce qu'il me suffit d'associer deux mots et je vais retrouver souvent, pas toujours, hein, mais le fin mot de l'histoire. En associant ici les mots chat et marée, j'ai tout de suite retrouvé de quoi il s'agissait en 1894. En 1894, le professeur Maret vient devant l'Académie faire une communication qu'il intitule très prudemment « Pourquoi les animaux retombent toujours sur leurs pieds ?» Il avait eu peur, vous imaginez bien, hein, de leur dire un chat qui retombe sur ses pattes. Il imaginait l'immense éclat de rire qui allait s'emparer de ses collègues et de la France en entier. Eh bien, l'éclat de rire a quand même eu lieu, bien évidemment, vous en doutez. Ici, vous avez l'article que va donner donc Jules Maret à tous les journaux savants comme journaux de vulgarisation, illustrés. Ça, c'est très important. Jules Maret illustre ces journaux et, bien entendu, nous allons retrouver cette illustration au cœur des caricatures. Il y a tout de suite un humoriste qui va réagir. Cet humoriste, c'est un humoriste très connu au XIXe siècle, qui s'appelle Alphonse Allais, vous l'avez peut-être déjà rencontré, hein, qui fait des très jolis textes. Et Alphonse Allais tout de suite réagit en disant « Ah, on ne s'embête pas, l'Académie des sciences. Je vous donne en mille à quoi ces bougres-là passent leur temps au lieu de travailler. D'ailleurs, lisez vous-même. J'aime autant ça parce que vous me traiteriez encore de blagueur. L'extrait suivant, etc. » Donc en fait, mécanisme tout simple, mais qui permet le rire, qui valide le rire, ce sont les académiciens eux-mêmes, par leur compte rendu, qui font rire. On n'a pas besoin, vous voyez, d'aller chercher plus loin. Donc ça va nous donner une première salve de caricatures extrêmement amusante, mais qui travaille tout simplement sur le fait, comme vous le connaissez, de la déformation par le dessin, de la polarisation autour de choses très simples. On va polariser autour de deux choses, le chat et les académiciens. Des académiciens qui sont des grands enfants, qui s'amusent au lieu de travailler, et donc on a ce contraste entre des chats qui retombent sur leurs pattes et des académiciens qui ont la cervelle, disent les journaux, à l'envers. Ici, première image, vous la voyez par exemple, eh bien vous n'avez même pas de chat, vous avez juste la mention de l'Académie, encore un qu'on devrait bien envoyer à l'Académie des sciences pour leur prouver que les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes. Donc ici, c'est le chanteur qui chante comme un chat. Vous avez ici un deuxième exemple très intéressant, vous avez un cuisinier qui, au lieu de cuisiner un lapin, cuisine un chat, dédié à l'Académie des sciences. Depuis le temps que j'en fais sauter, moi, des chats, il n'y en a pas un qui soit retombé sur ses pattes. Alors, vous voyez que c'est un humour qui fonctionne de manière extrêmement facile. Autre exemple, dernier exemple que je vous montre de cet humour par communication, vous avez là un cercle d'académiciens qui jettent les petits chats en l'air. Alors là, je suis désolée, hein, il y en a un qui est mort visiblement. Et donc, vous voyez que l'expérience tombe évidemment à la foire enfantine. Mais, en fait, ce qui s'est passé à l'Académie est évidemment un petit peu plus travaillé. À l'Académie, on a travaillé autour de cette image que vous voyez. Que voyez-vous? Vous voyez qu'en fait, l'appariteur tient le chat. Et les collègues de Maret lui ont dit « Mais dis donc, si on tient le chat comme ça, ben en fait, l'expérience est faussée. Donc, il faut refaire l'expérience en coupant une ficelle. Tu suspends le chat à une ficelle et tu coupes la ficelle. » Ce que cette photographie nous dit d'intéressant aussi, c'est que le chat n'est lancé que d'une hauteur de 1,50 m, il ne risque rien, et vous voyez qu'il y a un matelas pour le protéger dans sa chute. Donc vraiment, Jules Maret fait des expériences sans porter atteinte aux animaux. Eh bien, on va trouver une deuxième salve de caricatures qui, elles, sont beaucoup plus difficiles à décortiquer, beaucoup plus difficiles, évidemment, à comprendre, et là, il faut s'accrocher un petit peu. Premier exemple, nous avons un récit dans un journal qui est un récit grivois. Ce récit grivois est illustré par un dessin qui a exactement le même titre, qui est « La chute du chat ». Vous voyez là un académicien qui vient de mener des recherches
en mécanique et en mathématiques pour essayer de prouver que Marey a tort. Il est tellement absorbé par ses recherches qu'il en oublie sa jeune femme. Et là, vous avez évidemment non pas la chute du chat, mais la chute d'une femme. Parce qu'elle a été suivie par un jeune homme dans la rue, et son académicien de mari n'en a que faire, il ne l'écoute pas, il est en train de s'obstiner à vouloir faire tomber son chat. Ça, c'est le premier exemple. Vous voyez combien l'image est intéressante, puisqu'on a exactement la position du chat de la chronophotographie dans le dessin de la caricature. Deuxième exemple, j'ai été très surprise de retrouver à plusieurs reprises la question du chat dans les journaux. La question du chat, Jules Marey à l'Académie, la question du chat, parfois c'était entre guillemets. Donc je me suis interrogée sur cette question du chat, et en fait, à force de chercher, mais là il m'a fallu plusieurs semaines et il a fallu que je décortique les textes, j'ai compris qu'on faisait allusion à une estampe qui avait circulé 20 années plus tôt. Cette estampe, c'est un jeu tout simple que vous connaissez si vous connaissez Où est Charlie. Là, il fallait chercher dans la question bulgare le chat de la famille. Et on avait pris l'habitude de parler de la question du chat, tout simplement. Donc, vous voyez, transposition, on cherche le chat. Mais, au fait, l'avez-vous trouvé, ce chat? Où est le chat? Donc ici, effectivement, on ne voit plus que ça une fois qu'on le sait. Pour la petite histoire et la grande histoire, ce n'est pas un chat, c'est Bismarck. Le grand méchant, bien entendu. Donc vous voyez cette transposition de la question du chat, et on voit que la position est identique. C'est assez amusant, hein, de la chronophotographie à la caricature, on a la même position pour le chat. Dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est la caricature qui fait de la synthèse, avec un texte parodique à l'appui et qui est beaucoup plus puissant, qui demande de la part de ses lecteurs, évidemment, d'avoir fait beaucoup de lectures, d'avoir lu beaucoup d'articles, d'avoir regardé beaucoup de caricatures, et de réutiliser tout ça, et d'avoir ce petit rire, ou au moins ce sourire, de se dire « je suis vachement fort ». J'ai réussi à comprendre la caricature, parce que c'est ça aussi le plaisir de lire une caricature pour les contemporains comme pour moi, et je l'espère désormais pour vous. Donc vous voyez ici les chats à l'Académie, nous sommes en présence d'une inversion charivarique. Les chats sont devenus les académiciens, ils font l'expérience. Vous voyez que le dessinateur s'amuse énormément, je ne peux pas vous raconter tous les détails, mais vous voyez qu'un académicien tombe du 5e étage, c'est-à-dire qu'il est transformé en petite bonne, et il meurt. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on a repris tous les éléments, vous le voyez, de la chronophotographie, tous les éléments des caricatures, et on en fait quelque chose dirigé désormais contre les humains. Il me reste, j'espère, 10 secondes. La première, c'est pour vous montrer ce que nous pouvons faire dans notre direction, mais c'est un travail très sérieux lorsque nous reprenons ces chronophotographies et que nous les transformons en gifs animés. Je voulais vous montrer que le petit chat blanc allait très bien, hein, vous le voyez, autre chronophotographie, le petit chat se déplace, il a la queue en l'air, ce qui, chez les spécialistes des chats, veut dire qu'il va parfaitement bien, il est de bonne humeur. Et puis, nous allons quand même terminer par une publicité. Nous allons avoir au mois de novembre jusqu'au mois de février, une exposition au musée d'histoire de la médecine qui porte, je vous le donne en mille, non pas sur les chats, mais sur Jules Marey. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe de l'aide qu'elle a pu m'apporter.